section A. Avant de commencer cette séance, j'aimerais faire un petit rappel de ce qu'on a vu la séance précédente. On a arrêté la séance précédente de parler sur le calcul économique du consommateur en se basant sur l'approche cardinale. On a dit que pour effectuer une analyse économique, microéconomique, pardon, en se basant sur la méthode cardinale, on a besoin de quantifier les utilités. C'est-à-dire qu'on a besoin de déterminer les utilités sous forme quantitative. Quantifier les utilités, ça nous permet de déterminer, alors, et de classer et de mesurer le degré de satisfaction de ce consommateur. En se basant, bien sûr, sur la variation de prix, bien sûr, d'une part, ou d'autre part, avec la quantité consommée. C'est-à-dire qu'on a besoin de déterminer la combinaison optimale de ce consommateur au prix de biens consommés, si on a choisi deux biens X, Y. Alors, combien va consommer du bien X, Y, sachant que alors, les quantités consommées de ces biens, c'est-à-dire le prix pardon, de ces biens, est prix défini, c'est défini au niveau du marché. Alors, pour la détermination de la combinaison optimale, la première des choses, alors au niveau de l'analyse cardinale, on a besoin de déterminer alors, déterminer la quantité consommée en se basant sur le degré les valeurs des prix. Est-ce que les prix, en se basant sur les valeurs de prix, est-ce que les prix sont identiques ou les prix sont différents? Dans le cas où les prix sont identiques ou égaux, alors à ce niveau, on a une cherche de trouver l'égalité entre les utilités marginales. L'utilité marginale du X doit égale à l'utilité marginale du Y. Bien sûr, on cherche juste l'utilité, c'est-à-dire que les niveaux de l'utilité correspondent à un niveau de quantité consommée. Alors l'égalité, c'est-à-dire qu'on cherche la quantité du bien du X et la quantité du bien du Y, combien on va consommer du X et combien on va consommer du Y, sachant que l'utilité marginale du X doit égale à l'utilité marginale du Y comme condition essentielle. Et bien sûr que le revenu, lorsqu'on introduit la valeur du X par la valeur d'Y, lorsqu'on utilise, c'est-à-dire devient que le prix de X, lorsqu'on multiplie par la quantité de X, plus le prix de Y multiplié par la quantité de Y, devient égal à revenu. C'est-à-dire, c'est une condition de ça. Alors, deuxième condition, dans le cas où les prix du X est différent du prix de Y. Alors, à ce niveau, alors lorsqu'on a les prix sont différents, alors on peut déterminer la combinaison optimale. Pour déterminer la combinaison optimale des biens X et Y consommés au niveau du marché, alors on cherche de calculer l'utilité marginale pondérée de X, qui est l'utilité marginale de X sur le prix X. Or, l'utilité marginale par unité monétaire doit égale à l'utilité marginale pondérée du Y, qui est égale à l'utilité marginale du Y sur le prix du Y. C'est comme condition précédente. Mais sachant que l'égalité de ces deux utilités marginales pondérées correspond à ce qu'on appelle, alors que doivent réaliser la condition qui est le revenu doit être égal à la quantité du X multipliée par le prix du X égale, bien sûr, plus la quantité de Y multipliée par le prix du Y devient égale au revenu. Ça, concernant l'approche cardinale. Alors, l'approche cardinale, c'est-à-dire dans le cas où les prix sont, dans le cas où les utilités marginales et les utilités de X, Y, et aussi les utilités totales de X, Y, bien sûr, sont quantifiables, c'est-à-dire mesurables. On peut les mesurer, c'est mesurable. Alors, ces utilités sont mesurables. Dans le cas où c'est l'approche cardinale. Deuxième approche, c'est ce qu'on appelle l'approche ordinale. C'est-à-dire l'approche ordinale signifie que le consommateur n'a pas besoin de déterminer la quantité du bien consommé du XY, mais il a besoin juste
d'ordonner et de classer les utilités et se basant sur ses goûts et ses préférences, c'est-à-dire la capacité. C'est-à-dire qu'en ce niveau, on considère qu'il a besoin juste que ce consommateur, il est capable de classer et d'ordonner alors les utilités et d'ordonner alors ses préférences en se basant sur le goût et les préférences. C'est-à-dire qu'il a besoin seulement de classer et d'ordonner. C'est pas la peine de faire alors de calculer l'utilité. Alors lorsqu'il consomme bien X, Y, il va classer et ordonner alors le niveau de préférence de chaque bien X, Y, Z, ainsi de suite. Alors pour expliquer, de classer et de ordonner alors ces préférences, on a besoin d'expliquer certains nombres alors des termes parmi lesquels on parle de la courbe d'indifférence. Alors lorsqu'on dit la courbe d'indifférence, alors la courbe d'indifférence, c'est le lieu géométrique qui représente tous les points représentatifs alors de la combinaison du bien X, Y qui correspond à un même niveau de satisfaction. Alors si on considère que le consommateur dispose de deux biens X, Y, il va consommer deux biens X, Y. Alors la courbe d'indifférence, c'est-à-dire si le lieu géométrique correspondant à la combinaison, c'est-à-dire si la courbe s'appelle la courbe d'indifférence. En isosatisfaction. Alors la courbe d'isosatisfaction, la courbe d'indifférence, c'est la combinaison, c'est le lieu géométrique représentatif du point représentatif du bien X, Y, si les biens consommés au marché, alors c'est bien les biens A, B, C, et ainsi de suite. Si le lieu géométrique, c'est Y, A, ici, X, A. La même chose, c'est représentatif des biens X, Y, Z, et ainsi de suite, qui ont le même niveau de satisfaction. C'est le même niveau de satisfaction. Correspond le même niveau de satisfaction. Le niveau de satisfaction de B égale le niveau de satisfaction de C, de A, et ainsi de suite. C'est la même chose. Alors on dit que c'est un lieu géométrique qui représente, alors pour tracer alors le bien, c'est-à-dire comme vous voyez, plus on augmente la quantité du bien du X, on converge vers la droite, plus la quantité du X augmente et la quantité du bien de Y diminue. Et vice versa. C'est-à-dire juste, alors lorsque on augmente la quantité, on a besoin de minimiser la quantité de bien pour rester sur le même niveau de satisfaction qui est la courbe d'indifférence en disons satisfaction. Alors lorsqu'on a plusieurs niveaux, plusieurs courbes d'indifférence, ça perd la carte d'indifférence. Ça perd la carte d'indifférence. Alors la carte d'indifférence, c'est la combinaison, c'est la représentation de plusieurs courbes d'indifférence. Combinaison 1, courbe d'indifférence 2, courbe d'indifférence 3, courbe d'indifférence 3. Alors c'est plusieurs niveaux de satisfaction. Chaque courbe représente un niveau de satisfaction. 3, ici 4. Alors chaque niveau, alors c'est un courbe d'indifférence en d'isosatisfaction. Alors lorsqu'on a plusieurs niveaux de satisfaction, ça s'appelle la carte d'indifférence. Alors quelles sont les propriétés de la courbe d'indifférence? Alors c'est la pente. La pente de la courbe d'indifférence est négative. Pourquoi on dit négative? C'est plus on augmente la quantité d'un bien du X, on a besoin de minimiser la quantité d'un bien de Y pour rester sur le même niveau de satisfaction. En plus, alors, c'est-à-dire la pente, on a dit la pente est négative c'est inférieur à 0, et ensuite, alors on a aussi que la courbe d'indifférence convexe par rapport à l'origine, c'est-à-dire que plus on déplace à gauche,
c'est-à-dire qu'on augmente la quantité du bien de x, alors c'est-à-dire qu'il devient, c'est-à-dire plus on déplace à gauche, c'est-à-dire que le bien de y devient abondant et le bien de x devient rare. Et sens inverse, c'est-à-dire on déplace à la courbe d'indifférence vers la gauche, c'est-à-dire le bien du y devient rare et le bien de x devient abondant. En plus, alors plus on s'éloigne à l'origine, c'est-à-dire plus on s'éloigne à l'origine, plus le niveau de satisfaction augmente. Une satisfaction 1, c'est pas le même niveau de satisfaction 2, c'est pas le même niveau de satisfaction 3, c'est-à-dire que C1 inférieur à C2, inférieur à C, c'est-à-dire à la courbe d'indiversité, le niveau de satisfaction. Alors, c'est-à-dire que plus, alors le troisième point, c'est-à-dire qu'on a dit que convexe à l'origine, et troisième, c'est-à-dire, alors que le convexe par rapport à l'origine, alors et troisième, c'est-à-dire concernant la courbe d'indifférence, c'est-à-dire les courbes d'indifférence ne s'intersectionnent pas. C'est-à-dire que plus, alors, c'est-à-dire plus on n'a pas d'intersection entre la courbe d'indifférence 1 et la courbe d'indifférence. Si on suppose par exemple que la courbe d'indifférence 1 intersectionnait la courbe d'indifférence 2, c'est-à-dire un point qui est B, alors ce point de B, on a le point A et le point B, et le point C, pardon, c'est-à-dire comme vous voyez, alors le B, alors vous voyez B égale la quantité consommée du bien, la combinaison optimale de x, b, y, b, si x, c, y, c, et ici y, a, et x, a. Alors, vous voyez la combinaison du x, a, y, a, c'est-à-dire que b à ce niveau, comme vous voyez, le niveau b égale à C, I, B égale aussi à A. Mais le niveau de satisfaction A, c'est supérieur à le niveau de satisfaction C. À ce niveau, on ne peut pas être indifférent et préféré. Alors, c'est-à-dire que ici, c'est préférable, c'est A préférable par rapport à C, mais ici, c'est A. C'est-à-dire B est indifférent ni pour B ni pour C. C'est ce qui est impossible de réaliser, c'est injuste. On ne peut pas être en même temps préféré et indifférent. Alors, préféré et indifférent, alors c'est pour cela qu'on dit que les courbes d'indifférence ne peuvent être s'intersectionner à cause de quoi? C'est-à-dire à cause que le niveau de satisfaction de la courbe 1, c'est-à-dire de la courbe 1, c'est pas le même niveau, sachant que B ne peut être intersectionné. Ici, on a donné l'exemple, alors que dans le cas où on a le point B qui intervient à la courbe d'indifférence C1 et aussi à la courbe d'indifférence C2. C'est-à-dire qu'à ce niveau, on a B ici, le niveau élevé de satisfaction de A, supérieur au niveau de satisfaction de C. Et pour le niveau de satisfaction de B, par la combinaison, c'est égal à C égal à A. C'est-à-dire à ce niveau, on ne peut pas être préféré et indifférent. C'est pour cela qu'on dit que c'est impossible. C'est pour cela que parmi les propriétés de la courbe, c'est-à-dire les courbes d'indifférence, ne peuvent être s'intersectionner. À cause que les niveaux de satisfaction, les points qui interviennent à le premier niveau de satisfaction, ce n'est pas la même chose pour le niveau de satisfaction de deuxième courbe d'indifférence. Alors on prend maintenant le taux marginal de substitution. Le taux marginal de substitution, c'est une formule qui permet de déterminer alors combien on va substitutionner d'un bien, par exemple X, par rapport à un bien de Y, pour rester sur le même niveau de satisfaction. C'est le taux de substitution. C'est-à-dire combien on va libérer et on va
l'essentiel du bien de y, et on va substituer un bien de y par une quantité du bien de x pour rester sur le même niveau de satisfaction. Alors, c'est-à-dire que le taux alors marginal de substitution se présente comme un point ponctuel sur la courbe d'indifférence 1. C'est-à-dire ce point, c'est-à-dire qu'il varie sur un point ponctuel. C'est-à-dire c'est pour cela que le taux marginal de substitution, si la quantité, si on suppose qu'on a deux biens x, y, c'est-à-dire combien on va libérer du bien de y pour avoir du bien de x pour rester sur le même niveau de satisfaction. Et dans le cas où la fonction d'utilité est une fonction discrète, au local discret, alors c'est pour cela, alors à ce niveau, que la fonction, alors le taux marginal de substitution du x sur y égale la variation du y sur la variation du x. Si la variation de la quantité du bien de y sur la variation de la quantité de x. Et le taux marginal de substitution. Combien on va libérer du bien de y pour avoir la quantité du bien de x pour rester sur le même niveau de satisfaction. Alors, dans le cas où la fonction d'utilité est une fonction continue, alors dans le cas où la fonction est une fonction continue, alors à ce niveau, le cas continu, le taux marginal de substitution du x sur y égale limite de la variation du x tangent, alors vers la variation du y sur la variation du x égale dérivée du y sur dérivée du x égale y p égale 1 au dérivé de la fonction du y. Alors c'est le cas où la fonction de consommation est une fonction continue. Alors continue, c'est-à-dire la variation du bien de x est une variation infinitésimale. Alors on ne peut pas les déterminer, c'est-à-dire la variation tend vers 0. Pour cela, on dit que la variation du y sur la variation du y sur la variation du x, alors égale la variation du y sur la variation, c'est dérivée du x, du y à x. Alors c'est-à-dire c'est pour cela que le taux marginal de substitution est une fonction ponctuelle sur un point. Combien on va libérer de y pour combien on va libérer de y ou de x pour avoir en contrepartie du bien de x ou de x. Combien on va libérer, c'est le taux marginal du x à y, c'est-à-dire combien on va libérer de y pour avoir une quantité additionnelle de x. L'essentiel c'est de rester sur le même niveau de satisfaction. C'est ça l'essentiel. Alors on passe maintenant à ce qu'on appelle les propriétés du taux marginal de substitution. On dit que le taux marginal est une fonction ponctuelle, c'est-à-dire se déterminer sur un point bien déterminé sur la courbe d'indifférence, pas sur toute la courbe, mais on peut définir la courbe d'indifférence sur un point bien défini au niveau de la courbe d'indifférence. Ensuite, le taux marginal de substitution est un taux négatif, c'est-à-dire parce que lorsqu'on augmente la quantité consommée, on a besoin de diminuer la quantité pour rester sur le même niveau de satisfaction. Ça veut dire que lorsqu'on tend vers du x et y, c'est-à-dire la variation, on dit que le taux marginal de substitution du x sur y égale la variation du y sur la variation du x. Alors, c'est-à-dire que plus on augmente la quantité consommée, c'est-à-dire le bien du y diminue, c'est-à-dire que la variation du y est inférieure à 0. C'est-à-dire que la signe de taux marginal de substitution est toujours négatif. Parce que la variation du y, lorsqu'on augmente la quantité consommée, c'est-à-dire on libère, on substitue une quantité de y en contrepartie du bien de x. C'est-à-dire on augmente la quantité du x
en contrepartie de quantité. C'est-à-dire que la quantité de x augmente, mais la quantité de y va diminuer. Automatiquement, cette variation, c'est-à-dire la variation de y, c'est-à-dire inférieure à 0. Inférieur à 0, c'est-à-dire négatif. C'est pour cela que le taux marginal négatif est négatif à cause de quoi? À cause de la variation de y est toujours inférieure à 0. Parce qu'on a une diminution. On diminue la quantité de y et on augmente la quantité de x. Alors c'est pour cela que la valeur absolue du taux marginal de substitution est toujours décroissant. Pourquoi on dit la valeur absolue du taux marginal de substitution est toujours décroissant. Pourquoi? Parce que la quantité, l'utilité égale l'utilité marginale de x, c'est-à-dire du bien de x, diminue lorsque la quantité, c'est-à-dire qu'on a le taux marginal de substitution technique, alors il est toujours négatif, égale l'utilité marginale du x sur l'utilité marginale du y. Lorsque la quantité du bien du x diminue, la quantité augmente, et on a parlé de ça, lorsque la quantité augmente, l'utilité marginale diminue. Plus on augmente la quantité, c'est-à-dire toujours on a l'utilité marginale devient décroissant et l'utilité marginale de y croissant tant que la quantité du y diminue et la quantité de x augmente. Alors toujours la valeur absolue est toujours négative, est toujours décroissant. Pourquoi on dit décroissant? Parce que plus on augmente la quantité consommée du bien, du x, l'utilité marginale du bien du x diminue et l'utilité marginale du y augmente parce que la quantité du y qui diminue. Et c'est pour cela qu'on dit que parmi les propriétés marginales de substitution, est une fonction qui est toujours décroissante. Alors maintenant, on passe à ce qu'on appelle la relation qui existe entre le taux marginal de substitution, entre taux marginal de substitution de x sur y et l'utilité marginale. Alors, les utilités marginales. Quelle est la relation entre ces deux biens? Alors, on a deux coordonnées différentes. On suppose deux coordonnées différentes. Alors, ici, y, ici, x, quantité de x, quantité de y. Si, par exemple, on suppose deux coordonnées différentes, alors on suppose que ici A, ici B, ici C. On a deux points, c'est-à-dire qu'on a la courbe d'indifférence. Deux courbes d'indifférence. La courbe d'indifférence A et la courbe d'indifférence B. Alors, le passage du niveau de consommation, le niveau de satisfaction, c'est C2 est supérieur à C1. C'est-à-dire tous les biens, tous les points qui interviennent, qui appartiennent à cette courbe d'indifférence, alors ils ont un niveau de satisfaction élevé par rapport au point qui appartient à la courbe d'indifférence numéro 2 et numéro 1. C'est-à-dire qu'on dit que la courbe d'indifférence 2 est supérieure à la courbe d'indifférence 1. Alors si par exemple le passage de A à B. Alors le passage de A à B, comme vous voyez, on a une diminution. Alors passage de A vers B. Alors ce passage nous permet une diminution du niveau de satisfaction. Alors cette diminution, alors ça nous donne
diminution, alors diminution de niveau de satisfaction. C'est diminution à cause de quoi? C'est-à-dire on a ici XA égale XB. Mais on a YA et ici YB. C'est-à-dire XA égale XB. Mais c'est diminution à cause de la variation du Y. La variation du Y. C'est-à-dire que l'utilité marginale de Y, diminution, c'est-à-dire la diminution, résulte, c'est diminution, on dit diminution, on peut écrire ici, c'est-à-dire la diminution de l'utilité égale l'utilité marginale du Y multipliée par la variation du Y. Pourquoi? Parce que la variation intervient sur le bien du Y. C'est-à-dire qu'on a juste diminué le bien du Y, mais le bien du X reste constant. C'est clair? C'est pour cela que cette diminution, alors égale cette diminution, cette variation, égale l'utilité marginale multipliée par la variation du bien du Y. Alors ensuite, le passage de B à C. Alors le passage de B à C, alors nous permet d'augmenter, c'est-à-dire on a une augmentation de l'utilité. Cette augmentation de l'utilité, combien égale? Comme vous voyez, on a YB égale YC. Il n'y a pas de changement au niveau du bien Y. Mais le changement intervient à XC, c'est-à-dire XC qui est supérieur à XB. Alors à ce niveau, c'est-à-dire que l'utilité, alors cette augmentation résulte de l'utilité marginale du X, multipliée par la variation du bien du X. Alors cette augmentation et ensuite cette diminution. Alors cette diminution et augmentation, comme vous voyez, le passage de, ici, le passage de B à C. En prenant maintenant le passage de A à C. Le passage de A à C, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation. Cette variation, c'est-à-dire la variation de l'utilité, c'est-à-dire la variation de l'utilité, c'est-à-dire égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation. C'est-à-dire l'utilité marginale, alors du X plus l'utilité marginale du Y, à cause de quoi? Parce qu'ici, on a une augmentation, ici, on a une diminution. C'est-à-dire la variation, alors du X, la variation du X et Y, c'est-à-dire devient égale à la variation du bien du Y. C'est-à-dire que la variation, c'est-à-dire augmentation plus diminution, et là, égale, c'est-à-dire la quantité diminuée, c'est-à-dire moins. C'est-à-dire que l'utilité marginale de X plus l'utilité marginale de Y, alors nous permet de déterminer que l'utilité marginale de X, alors l'utilité marginale de X, alors l'utilité marginale de X, ici, si en prenant le passage de B à C, comme vous voyez, on a une variation de la quantité consommée de X. Alors ici, on a la variation du Y. Ici, égale à moins l'utilité marginale. C'est-à-dire la sommation du passage de A à C, c'est-à-dire l'utilité marginale du Y multipliée par la variation du Y, plus la variation, c'est-à-dire l'utilité marginale, la variation du Y du X multiplié par l'utilité marginale du X égale à 0. C'est pour cela que l'utilité marginale, c'est-à-dire que la variation devient égale à l'utilité marginale. On dit que l'utilité marginale égale à ce niveau ce qu'on appelle l'utilité marginale, la variation de passage de B à C, de A à C, pardon,
alors on nous permet de déterminer que cette variation, on a ici une diminution de l'utilité, on a ici une augmentation de l'utilité, alors la relation entre ces deux devient égale à 0. C'est pour cela que l'utilité marginale du x multiplié par la variation du x plus l'utilité marginale du y multiplié par la variation du y égale à 0. C'est-à-dire que la variation du y sur la variation du x égale moins l'utilité marginale du x sur l'utilité marginale du y. Alors c'est égal le taux marginal de substitution technique, du x sur y. C'est le taux marginal de substitution. Alors, pour trouver la relation entre le taux marginal de substitution et l'utilité marginale, c'est-à-dire que la variation passage de A à B lui permet de diminuer la quantité consommée du y, et le passage de B à C, mais la quantité du x reste constante. La même chose, passage de B à C pour augmenter la quantité consommée pour revenir au niveau de satisfaction précédent. Alors on nous permet bien sûr d'augmenter. Cette augmentation du niveau d'utilité dépend de l'augmentation de la quantité du bien de x, mais y reste constant. C'est pour cela que cette augmentation et diminution, cette variation devient égale à la sommation de ces deux variations, nous donne, alors devient égale à 0. Alors devient égal à 0, pourquoi? Parce que à ce niveau, on dégage cette variation, c'est dans le cas discret. Dans le cas discret, on peut déterminer que la variation de y sur la variation de x égale l'utilité marginale de x, c'est la valeur du taux marginal de substitution de x sur. Alors, dans le cas où la fonction d'utilité est une fonction continue, à ce niveau, on a besoin de définir que l'utilité totale égale l'utilité totale, c'est égal l'utilité marginale sur, alors l'utilité totale, alors pour faire l'utilité de la variation du x par rapport à y, c'est-à-dire égal dérivé de l'utilité totale sur dérivé du x. Alors, taux plus dérivé de l'utilité totale du y sur dérivé du y, alors égal dérivé du y, tout égal à 0. Si on fait alors dérivé de l'utilité totale, alors pour faire dérivé de l'utilité totale, c'est-à-dire égal, je vais effacer ça pour bien équilibrer cette formule, pour dégager la relation qui existe entre l'utilité marginale et on a dérivé de l'utilité totale égale dérivé au niveau de x, y égale dérivé de l'utilité totale sur dérivé de x plus dérivé de l'utilité totale sur dérivé du y. Alors, plus dérivé sur dérivé, bien sûr, multiplié par dérivé de x et multiplié par dérivé du y. Tout égal à 0. Alors, si on multiplie ça par ici, alors on donne à 0. Alors, le dérivé de l'utilité plus dérivé de égale à 0. Alors, à ce niveau, il permet de trouver alors, la relation entre ces dérivés x, c'est l'utilité marginale de x, multiplié par dérivé de x, plus l'utilité marginale du y, multiplié par dérivé du y, tout égal à 0. Alors ça nous permet de dégager que l'utilité marginale du x sur l'utilité marginale du y égale moins ici égale dérivé du y sur dérivé du x. Alors dérivé c'est moins parce que si on est multiplié, alors lorsqu'on a l'utilité marginale du x, c'est par dérivé de x,
plus l'utilité manuelle de Y multiplié par dV. Alors si on multiplie, alors les valeurs, on donne l'utilité marginale de X sur l'utilité manuelle de Y égale, c'est-à-dire moins égale, c'est le taux marginal. C'est le taux marginal de substitution de X sur Y. Alors on fait, alors la formule c'est l'utilité. Si dans le cas où la fonction est une fonction K continue. En fonction de l'utilité fonction continue, c'est-à-dire qu'on travaille par les dérivés. Égale l'utilité marginale de X sur dv. Alors maintenant, on passe à expliquer alors, de quoi il s'agit le taux marginal de substitution, soit la courbe d'indifférence, et quelle est la relation entre le taux marginal de substitution et l'utilité. C'est juste pour expliquer des termes qu'on peut les commenter. Maintenant, pour déterminer alors, la combinaison optimale, on a besoin d'expliquer un facteur qui est essentiel, c'est le coût. Alors, le contrainte budgétaire. Alors, le coût à l'introduction, ce qu'on appelle les moyens budgétaires pour que le consommateur, pardon, alors atteindre alors, la combinaison d'un maximiser la satisfaction de ses besoins, bien sûr, de ne pas dépasser son contrainte budgétaire. Alors, ces moyens sont revenus, ces moyens financiers. Alors, pour cela, on dit que on a besoin de déterminer alors la fonction de revenu. Alors, de ce fonction de revenu de ce consommateur. Alors, fonction de revenu, en principe, le consommateur cherche à maximiser sa satisfaction, bien sûr, sur le contrainte budgétaire pour ne pas dépasser son revenu qui est égal R égale X multiplié par le prix du X plus Y multiplié par le prix du Y. On a dit que c'est la partie de son revenu consacrée à l'achat du bien du Y et la partie de son revenu consacrée à l'achat du bien du X. C'est-à-dire, alors combien va consommer du X et du Y et de ne pas dépasser son contrainte, on appelle contrainte budgétaire. La contrainte budgétaire, c'est le contrainte de son moyen, combien va consacrer du bien du X et le bien du Y. Alors, la présentation de son contrainte budgétaire se présente. Ensuite, on a la quantité du bien du Y, ici la quantité du bien du X. Alors, contrainte budgétaire se présente comme suite. Cette présentation s'appelle contrainte budgétaire au droit du budget. Aussi s'appelle droite de budget. Bon, le budget, c'est les Y égale combien? Alors, c'est la formule de Y, c'est-à-dire on a revenu égal X, le prix de X, plus Y multiplié par le prix de Y. Alors, Y, combien égale moins le prix du Y sur le prix du X plus le revenu sur le prix c'est Y multiplié par le prix de X multiplié par X, prix de Y sur revenu sur le prix de Y. Alors je rappelle, alors la formule, le contrainte budgétaire se mesure comme suite. C'est-à-dire, contrainte budgétaire, c'est Y égale moins le prix du X sur le prix du Y multiplié par la quantité de X plus revenu sur le prix de Y. C'est la droite du budget à partir d'un revenu. On a dégagé, on a déduit cette formule. La droite s'appelle la droite du budget. La droite du budget de ce consommateur. Bien sûr que pour déterminer ce revenu, c'est-à-dire égal, ici revenu sur le prix du Y, ici revenu sur le prix du X. C'est-à-dire à ce niveau,
C'est-à-dire que le consommateur consacre tout son revenu à l'achat du bien du Y. C'est-à-dire qu'on considère qu'il a acheté 0 du bien du X. Si on introduit 0 ici, donc revenu égale Y multiplié par le prix de Y. Automatiquement, Y devient égal à revenu sur le prix de Y. C'est ici, on a présenté ici. La même chose ici, à ce point, c'est-à-dire qu'on considère que ce consommateur consacre tout, ou la totalité de son revenu, à la consommation du bien du X. Automatiquement, le jeter 0 du Y, on donne la valeur du Y égale à 0 ici, alors devient égal juste à l'achat du bien du X. Automatiquement, X ici égale, ici Y égale. Alors c'est le maximum, c'est la quantité maximale consommée par du bien du X et la quantité maximale consommée du bien du Y égale X égale revenu, ici revenu sur le prix du X. Ça s'appelle contrainte budgétaire. Alors à ce niveau, on a 3 niveaux. Ça, c'est le niveau possible. Alors la zone, on s'appelle la zone possible. La zone possible, c'est à ce niveau que le consommateur est capable d'acheter les biens qui interviennent soit à la droite du budget qui constitue le maximum possible par ce consommateur et au-delà de ce bien, c'est capable d'acheter ces biens, mais au-delà de... Alors, au-delà de ce droit du budget, c'est la zone impossible. Incapable d'acheter par ce consommateur. Il est incapable d'acheter les biens qui interviennent ici, interviennent ici, interviennent ici, interviennent ici. Mais il est capable d'acheter les biens qui interviennent sur la droite du budget et l'inférieur ici. La même chose. Ici, est capable d'acheter les biens qui interviennent à ces zones. Mais au-delà de ces zones, c'est la contrainte budgétaire. C'est le plafond d'acheter les biens. Si au-delà, on ne peut pas acheter. Si on n'a pas les moyens, on est incapable d'acheter ces biens. C'est la droite du budget définie comme la droite reliant les paniers. Ici, les paniers possibles avec les paniers non impossibles, les paniers possibles avec les prix donnés, alors occasionnant des dépenses exactement égales à revenus, c'est-à-dire ici, égal à revenus, c'est capable d'acheter plus, d'épargner, alors une partie de son revenu, mais au-delà de ce bien, alors il est incapable de l'acheter ou de consommer. Alors, on passe maintenant à ce qu'on appelle, alors parmi ça s'appelle ici, ça s'appelle les choix accessibles et les choix inaccessibles. Partie usant possible, usant impossible. Alors, plus le revenu de consommateur augmente, plus il aura le dépensé, c'est-à-dire si on déplace la droite du budget ici, c'est-à-dire que le niveau de revenu augmente, c'est reflète le niveau de revenu. Le niveau de revenu ici, c'est supérieur au niveau de revenu ici, c'est supérieur au niveau de revenu. La même chose, la zone possible, ou la zone accessible, la partie accessible augmente aussi. C'est-à-dire, plus on est loin à l'origine de la droite, plus le niveau de satisfaction augmente. Plus le droit du budget aussi augmente. Si on est loin, glisser la droite du budget à droite, ou éloigner à droite de l'origine de la cour, alors plus le niveau de revenu, le niveau de satisfaction aussi augmente. Quand le revenu diminue, alors le revenu diminue, c'est-à-dire le droit du budget se passe en parallèle avec le niveau précédent. Alors c'est-à-dire on échangeait, c'est la même chose la quantité consommée, ou la capacité, ou la zone accessible par alors ce consommateur, alors c'est les deux. Alors le déplacement dans la droite du budget est la conséquence de la variation de revenus et du prix des biens. La même chose aussi, on ne peut pas alors considérer seulement le revenu, mais aussi le prix. Alors dans le cas où le prix varie, alors possible que le revenu qui devient variable, qui varie, mais aussi possible que le prix qui va varier. Alors, dans le cas où le prix qui est varié,
c'est-à-dire que le prix du x égale à 2, il passe à un niveau de 4. Mais le revenu reste constant, égal à 200. C'est la même chose si on trace la droite du budget, du y ici, du x ici. Alors, la même chose pour le prix de y égal à 3 devient ici à 4. Si on divise le revenu 200 sur 2, on donne 100. Alors c'est élevé. Si par exemple le revenu base, automatiquement devient égal sur 3, sur 4 devient égal à 50. C'est pas 100. Devient égal à 50. Parce qu'on divise le revenu sur le prix du x. Le prix du x combien égal à 2 égale 100. S'il est égal à 4, il devient 50. Alors on a droit le budget. Alors sur 3 égale à. Alors 200 sur 3 égale c'est 4. C'est 60. Presque 60. 66. 67. 67. Ici par exemple 67. Alors si le revenu sur le prix de x égale à 3, alors ça devient ici. Ici, la droite du budget devient égal à 4, c'est 50. La droite du budget devient égal à combien? Alors la droite du budget varie dans l'autre, soit la quantité, c'est-à-dire que le niveau de revenu diminue ou augmente, c'est la variation. Soit la variation intervient au niveau de revenu, soit la variation intervient au niveau du prix. La variation sur le prix alors permet de déplacer la droite du budget soit à droite ou à gauche du niveau précédent. Alors la recherche d'équilibre de consommateur. C'est la recherche d'équilibre de consommateur. Alors le consommateur subit un ensemble des facteurs. Alors, des facteurs qui influencent son choix. Parmi ces facteurs, on trouve les préférences, les revenus et les prix. C'est-à-dire, le choix du consommateur dépend du niveau de revenu, dépend de ses préférences et dépend aussi des prix. Alors, les facteurs qui influencent le choix de ce consommateur. Alors, pour trouver la combinaison optimale de ce consommateur, alors on cherche, est-ce que ce consommateur atteint, alors il cherche la combinaison optimale à travers, alors bien sûr, les facteurs qui peuvent influencer alors le choix de ce consommateur. Alors l'équilibre de ce consommateur est défini comme la combinaison optimale. On cherche la combinaison optimale du bien de x, y qui correspond à un niveau élevé de satisfaction parmi qui ne peut pas dépasser le revenu ou le contrat budgétaire dans le budget. C'est là-dessus qu'il faut. Il cherche, c'est-à-dire pour déterminer la combinaison optimale d'une manière géométrique, c'est-à-dire la consommateur, c'est-à-dire déterminer la droite du budget, c'est la droite du budget de consommateur revenu sur le prix de x, alors revenu sur le prix de y, si y, si x. Alors la combinaison optimale, c'est-à-dire le point de tangent entre. Alors la détermination graphique de la combinaison optimale, c'est-à-dire le niveau de satisfaction, c'est-à-dire qu'on dit que le point A, c'est le point de tangent entre la combinaison, aussi qu'on trouve droite ici, aussi qu'on trouve à droite ici. Mais droite du budget 1, droit du budget 2 et droit du budget 3, mais alors le niveau de satisfaction de la combinaison optimale du x à y a, c'est-à-dire qui correspond à la combinaison optimale du bien du x à y a, alors qui correspond, c'est-à-dire qui devient juste tangent, c'est-à-dire qu'on augmente la droite du budget jusqu'à devienne, c'est pas intersectionné, mais juste tangent entre la droite du budget et la courbe d'indifférence, ou la courbe d'isosatisfaction. Alors le point de tangence, alors ce point de tangence, c'est-à-dire c'est le point qui correspond à la combinaison optimale de bien x et y. Alors à partir de la figure, le consommateur peut choisir la combinaison optimale de bien A
qui correspondent à point de tangent entre la droite du budget, qui y égale moins le prix du x sur le prix du y, plus le revenu sur le prix du y, multiplié par la quantité du x. La quantité du x, c'est la droite du budget. Alors, c'est-à-dire juste le point de tangent entre ces deux variables s'appelle alors le point de tangent. On a la même chose pour ici. Si on a par exemple alors d'autres combinaisons, même si la combinaison de satisfaction dit supérieure à la combinaison de l'accord d'isosatisfaction, alors supérieur, la combinaison c'est le point de tangent entre la droite du budget et l'accord d'indifférence. Alors le consommateur, il a l'intérêt de se déplacer vers l'accord d'indifférence le plus éloigné, mais s'arrêter. Alors peu possible qu'on a un autre niveau de l'accord d'indifférence ici 3. Alors il a l'intérêt de continuer, mais si alors son droit de budget c'est juste ici c'est le 2, c'est le droit du budget alors de ce consommateur. Alors, il commence à augmenter le niveau de satisfaction jusqu'à le point de tangent entre la droite du budget et l'accord d'indifférence de ce consommateur. Alors, l'équilibre de ce consommateur est déterminé graphiquement à partir d'un point de tangence entre la droite du budget et l'accord d'indifférence. Alors, bien sûr, il existe plusieurs méthodes. Alors, c'est la méthode qu'on a présentée. La méthode graphique, il est pour déterminer le point d'équilibre, la combinaison optimale entre un consommateur de ce consommateur, on se base sur la méthode graphique, alors qu'il se détermine par le point de tangence entre la courbe d'indifférence et le droit du budget. Il existe d'autres méthodes algébriques qu'on peut utiliser, trois méthodes, soit la méthode de substitution, soit la méthode de multiplicateur de Lagrange et la méthode de taux marginal de substitution à l'équilibre. Ces trois méthodes qu'on peut utiliser à travers les méthodes algébriques. Alors ça, concernant les méthodes algébriques, alors tout ce qui concerne, on a parlé sur tout ce qui concerne cette science. Alors, concernant les points suivants, concernant la méthode algébrique d'équilibre de consommateur, alors on arrête à ce niveau à la séance prochaine, Inch'Allah. On arrête à la séance prochaine, Inch'Allah.